Alors, bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur Parabellum. Ce soir, nous allons évidemment parler du désastre qu'est cette campagne au Moyen-Orient, sous tous les points de vue. Il y a bien sûr les aspects économiques. Dans un instant, Giorgio Arfaras nous rejoindra également, justement pour les questions économiques, Léonard Lanzara, le général Capitini et le colonel Orlio Georges Stirpe. Un moment de légèreté au début, parce que, évidemment, suivre ces choses d'un point de vue analytique et rationnel est très difficile en ce moment. Alors soyez indulgents avec nous parce que nous avons des gens comme le secrétaire, en fait le secrétaire à la défense du ministre de la guerre, maintenant le secrétaire à la guerre, Exet, qui dit que le détroit est ouvert, à part les missiles et les drones iraniens. C'est un peu comme dire Aladdin pour ceux qui ont vu le film, ou bien je dirais le détroit de Schrödinger pour ceux qui veulent une référence un peu plus cultivée. L'autre, en revanche, c'est Trump, qui en 12 minutes de discours, ce qui est aussi un sujet de débat. Et nous allons commencer justement par cela. Il demande évidemment l'implication des pays de l'OTAN pour donner un coup de main. Et en l'espace de 12 minutes, il change d'avis. Ainsi, ils ne seront pas là pour nous. Il le dit lui-même, alors qu'il affirme qu'ils doivent venir nous aider. À 3 minutes, il indique que certains pays sont très enthousiastes à nous aider et arrivant déjà. À 5 minutes, nous n'en avons pas besoin. À 6 minutes, si nous avons besoin de quelque chose, ils devraient être prêts à nous aider à 9 minutes. Nous voulons qu'ils viennent nous aider avec le détroit à 12 minutes. Mon idée est que nous n'avons besoin de personne. Quand on dit peu d'idées, mais confuses, Mais justement, il a dit qu'ils ont gagné. À quoi leur servons-nous? Mais mettez-vous à la place de ceux qui arrivent pour les aider, qui disent qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête à l'aire d'autoroute pour un café, puis ils nous diront quoi faire. Je ne sais pas, mais c'était bien. Bonsoir. Bonsoir professeur, bienvenue à Giorgio. Alors, je commencerai par la première chose. À part ces déclarations qui évidemment sont insensées et qui ont créé une pléthore de noms. Le Japon a dit non, l'Italie a dit non, les Pays-Bas ont dit non, la France, en somme pratiquement tout le monde a dit non tout de suite, ils ne veulent pas être impliqués dans cette guerre. J'aimerais tout de suite aborder le sujet tabou avec toi, Paolo. Tout ce que nous voyons, c'est une victoire tactique, c'est vrai. Ils ont considérablement réduit le potentiel de lancement des missiles iraniens. La marine n'existe plus, ils détruisent même les petites embarcations, j'ai vu aussi les petits bateaux avec la mitrailleuse. Ils sont en train de détruire un peu toutes les usines ou tout ce qui est lié à la production de missiles et de drones. D'un point de vue tactique, à part quelques tirs amis et quelques incidents, il n'y a pas d'abattage de la part des Iraniens. Mais stratégiquement, tu ne peux absolument rien obtenir avec une chose pareille. Il y a aussi le risque qu'en éliminant, comme l'ont fait les dirigeants, il en ressorte un dont tu as tué le père. Donc il a besoin de prouver qu'il est digne, donc il doit être plus dur que son père. Deuxièmement, il y a aussi des raisons personnelles, et troisièmement, ce n'est pas un régime comme l'imaginent les Américains, avec un effet domino, c'est un régime de mon point de vue. Un peu comme l'Église. Si un pape meurt, on en fait un autre. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment obtenir de cette façon, même en continuant pendant des semaines? Mais donc, il me semble que la leçon, le premier jour à l'école de guerre, on te raconte quelque chose que tu ne comprends pas tout de suite, mais après un certain temps, tu comprends. Chaque guerre se fait lorsque, pour poursuivre un objectif politique, usa la forza organizzata. L'armée mène les batailles, les guerres, parce qu'elle veut atteindre un certain objectif politique. Maintenant, la bonne question serait, quel est l'objectif politique des États-Unis dans cette guerre? Parce que jusqu'à présent, nous avons entendu parler de nous avons épuisé les cibles à frapper, nous leur brisons les os, nous sommes en train de... Il parle des modalités, mais il ne parle pas des objectifs. Le même Exet qui dit cette chose brillante que le détroit est ouvert, à part les missiles, te raconte qu'il parle encore des modalités.
C'est-à-dire que ce à quoi on assiste, c'est que les États-Unis, dans ce type de guerre, et ce n'est pas la première fois, entrent avec l'idée que la technologie, la puissance écrasante correspond à la victoire. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est jamais le cas dans les guerres. Sinon, ils auraient déjà gagné. Au Vietnam, ils ont fait 2 millions de morts vietnamiens contre quelques dizaines de milliers de leurs propres pertes. Donc, en théorie, si on raisonne en disant que celui qui tue le plus gagne, ils ont gagné au Vietnam, ils ont gagné en Afghanistan, ils ont gagné dans beaucoup de théâtres. Si tu dis qu'on a détruit plus, mais c'est ça qui gagne à la guerre, celui qui, comme on l'enseigne, et comme Oriot nous le rappellera aussi à juste titre, atteint son objectif politique, son end state, maintenant l'end state iranien. Eux, ils veulent survivre. S'ils arrivent à rester debout à la manière de Roshi jusqu'à la fin du monde, ils sont encore debout. Peu importe combien de coups t'as donné, t'as gagné. Et ils ont bien compris cet état final. Les Israéliens et une autre partie de la coalition ont bien compris leur état final. Créer un tel chaos dans la région du Moyen-Orient, là où sont leurs fiefs, rester quand même une puissance prépondérante par rapport aux autres. À tous les ratés de Naples dont ils parlent, ils sont en train de les encercler. Et ils cherchent aussi à faire de l'Iran un État en faillite. Dans cela, ils ont une agitation qui leur appartient. Ils veulent aussi l'Iran, con les tribus et Kamel, réduire une série de sous-ethnies, l'État des Azéris, l'État des Baloutches, l'État des Persans, et ainsi de suite. Et ils poursuivent cela. Et c'est long, cette ligne stratégique n'a pas beaucoup progressé, nous suivons ces deux lignes stratégiques. La ligne stratégique iranienne, qui résiste encore, est pour l'instant un peu plus avancée que la ligne stratégique israélienne, qui prévoit au contraire la dissolution de l'État iranien. La ligne stratégique américaine après Pâques, je pense qu'ils vont l'annoncer, ils sont en train d'en construire une. Donc, l'état de l'art aujourd'hui, de la guerre, vu comme un phénomène d'utilisation politique de la force organisée, voit aujourd'hui les Iraniens en avantage. À mon avis, aujourd'hui, vous savez comment c'est, les relations peuvent changer du jour au lendemain. C'est du moins mon opinion. J'espère avoir répondu. Merci. Je peux compléter puisque nous avons parlé de sorties et de phrases intelligentes. Le président Trump a dit qu'en somme, pour passer par ce détroit, il faudrait avoir du cran. Parce qu'au fond, tu voyages sur un navire rapide, petit, qui n'explose pas du tout. Donc, selon ces gens-là, pour résoudre le problème d'Ormuz, il faudrait avoir du cran et passer. Et voilà le niveau. Voilà, je crois qu'on est en train de tout se dire. Merci Orio, je voulais te demander quelque chose. Puisque l'end state n'est pas atteignable au niveau stratégique. Tu ne penses pas que la seule façon pour les Américains de chercher quelque chose au-delà d'une victoire tactique, c'est de dégrader à l'infini les capacités militaires iraniennes, ce qui, en réalité, est plus l'objectif israélien qu'américain. Les Américains, évidemment, qui sont là surtout pour soutenir Israël, je ne vois pas de grands avantages pour eux. Ils sont en train de se mettre à dos toutes les monarchies du Golfe. Ils ont aussi des problèmes avec nous, les Européens. Donc il est évident que c'est une question de dégradation. On n'arrive pas à se débarrasser de ce programme nucléaire, on n'arrive pas à l'annuler complètement. Le 23 février, Witkoff écrivait que les Iraniens étaient à une semaine de l'arme nucléaire, ce qui, selon ses propres mots, n'est pas possible. La meilleure estimation était de 3 ans. Peut-être que, n'arrivant pas à gagner tactiquement, leur meilleure option est de poursuivre indéfiniment cette campagne. Mais n'y a-t-il pas un risque que l'Iran qui viendra après soit un Iran encore plus fort, du point de vue de la détermination, en essayant de frapper les Américains, peut-être même en commettant des attentats en Amérique? Parce que j'ai remarqué la stratégie globale, si tu fais attention. Pendant que cela se passe, il y a aussi une invasion israélienne du Liban, qui était la dernière pièce, ce qui restait du Hezbollah. Les autres proxys, plus ou moins, ont été éliminés. Non, ceux qui étaient en Syrie sont partis, ceux qui étaient à Gaza, évidemment, sont réduits à néant. C'est comme si Israël était en train de nettoyer, disons, son jardin pendant qu'il martèle l'Iran pour le réduire littéralement à néant. Fait l'autre. Dernièrement, les services de renseignement américains et même quelques journalistes ont divulgué certaines indiscrétions.
où l'on entend des enregistrements audio où, comme nous l'avons vu, Donald Trump incite, du moins au début de cette campagne, les Iraniens à prendre en somme les rênes de la situation, se soulever, etc. Tandis que les services de renseignement lui disent « Fais attention, si ces gens se soulèvent, ils seront massacrés par dizaines de milliers, ils n'ont pas la capacité de se soulever ». La garde de Khomeini est de toute façon extrêmement armée et elle est dans les rues. C'est comme s'il lui avait craint dit « Fais attention, si tu les incites à le faire, cela finira en un massacre terrible. » Donc, selon toi, quelle sera la ligne d'action ? Avant, ils parlaient d'une victoire d'il y a 2 jours, maintenant ils disent dans 3 semaines, ils peuvent continuer. Atteindre l'extraordinaire ou le stratégique est possible en poursuivant tactiquement. Cela dépend de la part de qui, parce que de mon point de vue, et j'essaye de le voir davantage du côté du renseignement que de l'opérationnel, je le vois. En réalité, il y a 2 campagnes en cours qui sont complètement séparées et distinctes, celle d'Israël et celle des Américains, et nous devons les considérer un instant séparément. Parce que ce que veut faire le gouvernement israélien me semble assez cohérent avec ce que sont ses intérêts, et je parle davantage du gouvernement lui-même que d'Israël. Pourquoi les 2 choses s'entremêlent-elles ? Alors, les Israéliens essaient, depuis le début de la crise, cela fait maintenant plusieurs mois, Israël essaie d'éliminer la menace qui pèse sur Israël à cause de l'environnement dans lequel Israël se trouve. Tout d'abord, ils décapitent traditionnellement l'adversaire. Ils éliminent les figures de commandement. Et cela, ils l'ont pratiquement déjà fait dans le contexte du Hamas, dans celui du Hezbollah, dans celui de la Syrie du Baas, et désormais aussi dans le contexte iranien. Aujourd'hui, le dernier, Larijani, le dernier à avoir été éliminé. Ensuite, puisque leur ennemi est symétrique, la chose suivante à faire, après avoir éliminé la direction, c'est d'éliminer le matériel. Israël, sa campagne contre l'Iran, encore une fois, est parfaitement cohérente. Une fois la supériorité aérienne établie, ce qui était un aspect purement opérationnel, cela lui permet d'opérer impunément dans le ciel iranien. Son objectif principal était la capacité de l'Iran à frapper physiquement Israël, c'est-à-dire à lui envoyer des missiles. Et donc, il faut éliminer avant tout les lanceurs. Et c'est la première campagne qui a commencé, puis les dépôts et enfin les usines. Même discours, un peu plus difficile pour les drones. Dans le cas des drones, on ne frappe pas les lanceurs, on frappe directement les dépôts, les usines. De leur point de vue, ils peuvent continuer longtemps ainsi, car avec leur supériorité aérienne acquise, ils agissent désormais impunément. En plus, s'ils arrivent à éliminer aussi le matériel de Hezbollah, tant mieux, ils en profitent. Et le gouvernement actuel a aussi l'avantage que tant que la guerre dure, il n'y a pas d'élection et il reste au pouvoir. Donc, du point de vue d'Israël, je dirais que la chose est assez cohérente, on peut être d'accord ou pas, mais c'est cohérent du côté américain. En revanche, d'après ce que nous pouvons voir, avec les sources ouvertes, une ligne cohérente, comme le disait Paolo, n'est pas visible. Alors, comment fait-on la planification militaire ? On part de la directive politique qui doit avoir une vision de ce qu'elle veut obtenir, qui est ensuite transformée en un état final. Pour être compris, sommes-nous sûrs que c'est bien cela que tu veux ? Oui, les états-majors réunis américains, ayant compris l'état final que voulait le président, le convertissaient en une mission, la transmettaient au CENTCOM qui faisait sa planification. Maintenant, notre impression en tant que militaire est que le CENTCOM n'a pas reçu une mission claire et qu'il n'y avait certainement pas d'état final clair. Du coup, eux, avant tout, ils se sont couverts, comme on dit dans les forces armées interarmées, et ils ont éliminé les défenses aériennes de la ville, ils ont conquis la supériorité aérienne, ils ont éliminé la marine, ils ont éliminé l'aéronautique. Maintenant, ils ne savent plus quoi éliminer d'autre et ils sont dans la situation de quelqu'un qui mène une guerre.
Contre. Une fourmilière armée de massues, Heidi Struto a frappé la fourmilière, tu ne la vois plus, mais les fourmis sont toujours là-dessous. Puisqu'il n'y a pas de fin, soyez clairs, ils continueront à frapper, comme tu dis, pendant un moment, jusqu'à ce qu'à un certain moment, au niveau politique, quelqu'un arrive et décide « D'accord, nous avons gagné, ça suffit comme ça, arrêtons-nous et je peux le dire avec ma boule de cristal. C'est presque Pâques. » Ce n'est pas nouveau de dire « Allez, c'est fait, on rentre à la maison pour Pâques. » Je vous offre la victoire. C'est une chose, c'est une option que Trump a certainement, parce qu'il peut arrêter cette guerre quand il veut. Il lui suffit de dire « j'ai gagné ». Il y aura ceux qui le croient, il y aura ceux qui ne le croient pas comme nous. Mais lui, il s'en fiche, il veut juste faire rentrer les siens. Le premier à avoir intérêt à rouvrir Hormuz, c'est l'Iran. Donc, c'est sûr, ils reprendront, le flux reprendra à travers le détroit et ils seront ennemis comme avant. Voilà, regarde, à ce sujet, parce que le détroit n'est pas une question. Demain, il déclare, ils commencent à naviguer vers la maison et tout rouvre d'un coup. Il y a une question d'assurance qui prend des mois, il y a la question des installations qui ont été fermées, on ne sait pas s'ils ont largué des mines ou non. En ce moment, il y a un couple de dragueurs de mines américains en déplacement depuis la Malaisie justement pour cette question. Pour appuyer le fait qu'il s'agissait d'une campagne très orientée vers les intérêts stratégiques israéliens plutôt qu'américains, justement aujourd'hui, Joe Kent a décidé de démissionner de son poste de directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme. Il dit « Je ne peux pas en toute conscience soutenir la guerre en cours en Iran. L'Iran ne représentait pas une menace imminente pour notre nation. Et il est clair que nous avons commencé cette guerre à cause de la pression d'Israël et de son puissant lobby américain. » À noter qu'il avait été choisi par Tulsi Gabbard, donc c'était dans des super trampiens convaincus, et qu'aujourd'hui pourtant ils font demi-tour. Mais il y a aussi des questions du genre. C'est aussi une nouvelle d'aujourd'hui, puisqu'un porte-avions part en Grèce pour se ravitailler et pour la maintenance. Une enquête est ouverte pour voir si l'incendie qui s'est déclaré à l'intérieur n'a pas été d'origine criminelle. Comme une rébellion, cela concerne ce qui s'est passé, donc, comme nous le voyons, ils ont bien des problèmes internes. Les Américains veulent éviter le sujet Epstein Files et tenir jusqu'aux prochaines élections. C'est pareil pour Netanyahou, trouver un nouvel ennemi chaque jour est l'objectif. Cela convient parfaitement à Netanyahou. Il a besoin de raviver de temps en temps un foyer de tension, et ainsi on ne parle évidemment pas de tous ces problèmes internes. Giorgio, explique-nous pourquoi il n'est pas si facile de simplement rouvrir le détroit, et que tout irait très bien. Quelles sont les interconnexions économiques de toute cette histoire? Parce que, même s'ils partent demain, je le dis tout de suite, l'immobilier, c'est-à-dire les maisons, ceux qui investissent à Dubaï, c'est moins 32%. Pour donner une idée, ce n'est pas que les gens vont se calmer. En un jour, on t'entend, Giorgio. Et c'est un autre casque. Alors, j'en profite pour vous montrer quelque chose d'intéressant. Parce que c'est la plus grande crise depuis pratiquement celle de... La crise pétrolière. C'est comme si elles étaient en 4, toutes enroulées ensemble. Tu es là, Giorgio? Non, on ne t'entend pas. Essaie d'entrer, sinon... Essaie d'entrer, si ton micro n'est pas activé. Voilà le point. Ici, nous voyons quel est le meilleur scénario possible en cas de blocage et les délais. Dans tous les cas, si on regarde, le trafic serait quand même réduit de moitié pendant un certain temps, même des semaines après. Si la guerre devait s'arrêter soudainement, le trafic reviendrait à un niveau de 7,5 milliards. C'est le meilleur scénario par rapport à ce qui était avant, donc moins que la moitié. Justement parce que tout ne rouvre pas immédiatement, il y a les Iraniens.
qui continuent aussi à frapper de nombreux dépôts et de nombreux centres économiques et pétroliers de différents pays, donc il y a une grande incertitude, il y a une panique. À ce moment-là, Absolument. Mais jusqu'à présent, on n'a pas vraiment vu les Houthis. non, en effet, c'est intéressant, les proxys ne sont pas très actifs. Disons que Hezbollah a lancé une centaine de roquettes, mais ils n'ont pas fait grand-chose. Les Houthis ont sûrement aussi des problèmes objectifs. Ils ont pris 1 an de coups. Et en plus, peut-être qu'ils veulent aussi rester en retrait pour voir si leur ancien patron ou puissant allié, grand fournisseur d'armes, etc. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il ne va pas réussir? Comment il va s'en sortir? Comment il va avancer? Je pense que les Houthis en ont eu assez et qu'ils ont aussi des choses à faire chez eux. Puisque récemment, je me trompe ou pas, colonel, récemment, ils ont aussi eu affaire à l'intérieur du Yémen avec une coalition dont je n'ai pas le nom en tête maintenant. Ils ont d'autres priorités. À mon avis, ils ne peuvent pas prendre trop de risques. Ils en ont déjà pris assez la dernière fois, donc non. Mais surtout, ils prennent des risques. Ils vivent parce qu'ils attaquent, ils sont démantelés et l'Iran les reconstituait. Mais si maintenant l'industrie de l'armement iranienne est supprimée, les Iraniens, au mieux, pourront essayer de reconstituer leur propre potentiel. Et ils n'auront rien à partager avec les Houthis. Si les Houthis ne reçoivent plus d'aide iranienne, ils ne pourront plus se défendre contre leurs adversaires, les Émiratis, les Saoudiens, les forces gouvernementales et tous les autres. Des dissensions. Tu es là, Giorgio? Si vous m'entendez maintenant, oui. Parfait. Il est érudit. Alors, voici l'histoire. Tu as une crise d'offres, c'est le résultat des bombardements de certains sites. Tu as une crise d'offres qui est le blocage du passage des navires par Hormuz. Donc, tu as une offre réduite de pétrole de la part des pays qui bordent le détroit et en même temps, tu as aussi une offre réduite de gaz qui part de là et va dans le monde. La majeure partie de l'offre de pétrole de ces pays va en Asie, elle ne va pas en Europe et elle ne va pas en Amérique. En revanche, c'est différent pour le gaz dont une partie va en Europe. Donc, nous avons un blocage de l'offre puisque la demande de matières premières non reproductibles est rigide ou peu élastique. Dites-le comme vous voulez. Mais elle ne baisse pas dans la même mesure que l'offre. L'offre baisse et la demande reste plus ou moins stable. À ce stade, il est évident que les prix ne peuvent qu'augmenter. Que se passe-t-il pour éviter que les prix n'augmentent trop? On utilise donc les réserves de pétrole arrivent. Les réserves de pétrole compensent en partie la baisse de l'offre de pétrole, donc la demande reste rigide. L'offre est bloquée, mais l'arrivée des réserves fait que cette offre est plus élevée qu'elle ne le serait autrement, en l'absence de réserves mises sur le marché. Et cette histoire, plus ou moins, fait que, pour le moment, la situation n'est pas, disons, très favorable. Il y a toute une série de répercussions importantes, à commencer par d'autres secteurs qui ne concernent pas seulement le pétrole, mais aussi, par exemple, tous les effets sur les engrais, le gaz, ces choses-là, sur l'agriculture. Donc, il y a beaucoup d'autres choses en plus, d'autres choses intéressantes. Ce sont tous ces gens, comme les Pakistanais, qui travaillent dans les pays du Golfe et qui se retrouvent au chômage. À ce moment-là, les transferts d'argent disparaissent, les familles pauvres du Pakistan qui vivent grâce aux envois d'argent des immigrés, disons au Koweït, n'ont plus d'argent. Donc il y a toute une série d'effets sur la dynamique du Golfe. Dans quelle mesure les réserves peuvent-elles atténuer la situation et en quelle proportion? La question est de savoir dans quelle mesure, disons sur une certaine période, prenons quelques mois, elles peuvent atténuer la situation. À ce stade, toute l'histoire devient que tu dois trouver une solution pour éviter une crise énergétique dans un délai relativement raisonnable d'après ce qu'on a entendu jusqu'à présent. C'est-à-dire que les Israéliens ont cette stratégie de vouloir, disons, pulvériser les ennemis potentiels dans les airs. Les États-Unis, on ne comprend pas bien, mais à partir d'un certain moment, ils ont probablement tout intérêt à se retirer.
Voilà que les Iraniens ayant eux aussi le même intérêt à vendre du pétrole, car c'est leur principale source de revenus, on pourrait trouver une sorte d'accord. Dans ce cas, l'histoire peut se résoudre dans un délai raisonnable. C'est ce qui explique pourquoi il n'y a pas eu un krach plus important sur les marchés financiers. Parce que les rendements des obligations sont restés à peu près là où ils étaient, les marchés boursiers ont baissé, mais ils avaient énormément augmenté auparavant. Le dollar s'est renforcé, comme cela arrive toujours lorsqu'il y a une crise, et le prix du pétrole est monté à 100, 102, 100 $, mais il n'a pas vraiment explosé. Et ainsi de suite. Donc ce serait le scénario le plus probable, c'est-à-dire qu'une solution est trouvée dans un délai raisonnable, où les États-Unis se couvrent de ridicule. Les Iraniens maintiennent le régime et les Israéliens ont probablement réussi à frapper les derniers Hezbollah, le Hamas et tout le reste. Donc une sorte de match nul, une sorte de statu quo qui a créé un énorme chaos. Et pourtant, il n'a pas de handicap. Disons que c'est résolu dans le sens où l'Iran reste un pays, une autocratie théocratique et des pays. Il se peut aussi que les pays arabes sunnites se rapprochent d'Israël avec les accords d'Abraham. Mais fondamentalement, on ne comprend pas vraiment quel effet cela a eu. Un effet positif pourrait être celui sur l'Europe. Tu te rends compte que le grand frère te défend moins qu'avant. Alors peut-être que tu te bouges, mais il faudra aussi beaucoup de temps pour cela. Donc, je dirais que la situation n'a pas une seule interprétation. C'est-à-dire que la crise se termine d'abord, même si, il n'y a pas de solution, c'est-à-dire qu'elle se termine d'abord avec une solution bancale. Mieux c'est pour les marchés, pour l'économie, plus ça dure, pire c'est pour l'économie. Ça oui, mais au-delà de ça... Si cela devait durer encore 2 mois et que nous n'avons plus de réserves à injecter sur le marché pour les calmer. Et il y a aussi là-dessus... Autant que nous en parlerons avec les experts militaires. Que le Tripoli, qui est le navire transportant les marines, aille prendre l'île de Karg, celle-ci vraiment proche de l'Irak et non dans le détroit d'Ormuz. Tu comprends ? Oui, mais ils ont détruit les infrastructures militaires de l'île, mais ils ont laissé intact tout le secteur pétrolier. Et par là passe 90% qui pourrait l'être. C'est un peu comme quand, pendant la Seconde Guerre mondiale, tout le monde se rencontrait secrètement en Suisse. Tu as quelque chose comme ça qui laisse des possibilités ouvertes, que si la guerre se termine même sans résultat, les plus gros ennuis sont évités. Parce que les destructions majeures sont évitées, c'est possible. On pourrait même penser avec malveillance que les destructions majeures ont été évitées, à juste titre. De cette façon, il est plus facile de parvenir à un accord, en gardant à l'esprit que c'est en faveur d'un accord. Il y a certainement les Iraniens qui vivent des matières premières pour le pétrole, mais il y a aussi tous les pays asiatiques qui sont les plus grands importateurs des matières premières du Moyen-Orient. Il ne faut pas voir la chose seulement sous un angle européen. Donc je dirais que le scénario le plus probable, c'est qu'à un certain moment, tout le monde s'épuise. Tenez aussi compte d'une série de facteurs économiques qui n'ont rien à voir avec le pétrole. Israël sera extrêmement efficace et très malin. Mais il y a 10 millions d'habitants, 7 millions sur lesquels ils peuvent compter, mais parmi eux, 300 000 sont mobilisés pour faire la guerre. À un certain point, tu ne peux plus avoir autant de monde en guerre. Avec une économie qui a besoin de ceux qui sont partis faire le soldat, et pas seulement, mais c'est aussi une économie où le secteur de la construction et celui du tourisme pèsent beaucoup. Donc, à partir d'un certain moment, une guerre coûteuse qui crée un déficit budgétaire énorme, qui emmène 300 000 personnes faire le soldat. Qu'il n'y a plus de tourisme, que tu construis moins, que tu fais ceci, cela. Il y a aussi une sorte de contrainte économique pour les Israéliens eux-mêmes, qui à partir d'un certain moment peuvent avoir intérêt à lever le pied. Pour les États-Unis, il existe un problème qui est plus de crédibilité qu'économique. Pour les Iraniens, le problème est de vendre le pétrole. Pour les Asiatiques et Européens, c'est d'obtenir pétrole et gaz. Donc, si l'on raisonne uniquement d'un point de vue économique et qu'on utilise seulement les variables économiques sans tenir compte des autres évoquées précédemment. Et du point de vue de la vente du gaz, parce que le gaz, j'ai entendu dire que l'Italie utilise ses propres réserves de gaz.
qui ne sont pas si importantes, car il y a aussi... Oui, mais maintenant commence une période chaude. Oui, d'accord, mais il ne faut pas non plus alors. Toute l'histoire, c'est que si tu extrapoles ce qui s'est passé et que tu le projettes sur 1 an ou 2, il est évident que ça change aussi l'histoire des Russes qui encaissent plus maintenant parce qu'on a permis la vente du pétrole qui est stocké dans les navires qui tournent. D'accord, on dit voilà, oui, d'accord, mais au final, ce ne sont que quelques jours. De toute façon, les Soviétiques, les Russes prennent plus d'argent ici qu'ailleurs. C'est-à-dire, alors, je vais m'expliquer avec un exemple très simple. L'année dernière, le prix moyen du pétrole était de $70 le baril. Maintenant, disons qu'il passe à 100. En fait, pour faciliter les calculs, faisons 140. Ça dure 2 mois. Donc, pendant 2 mois, tu as 2 fois 70. D'accord. Mais si tu divises ces 2 mois par 2 fois 70, par 12, tu obtiens que le prix, qui est 140 divisé par 12, revient à 10 € ou quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire qu'en moyenne, en 2026, le baril sera à 80, c'est-à-dire 2 mois de crise dramatique. Une fois que la crise est résolue, les choses s'arrangent. Il en ressort, en divisant sur une base annuelle, que la crise est de 80 et non de 100 ou 140, et c'est $10 de plus par baril par rapport à l'année précédente. C'est-à-dire, pour ainsi dire, avec l'économie, on peut faire beaucoup de jeux. On constate que l'intérêt économique de tous disparaîtra avec cette guerre, qui pourrait pourtant avoir d'autres motivations. Donc tu n'y arrives pas, mais si tu arrives à faire un modèle selon lequel toute cette crise dure quelques mois, tu vois qu'ensuite la chose est absorbée d'une certaine manière. L'exemple le plus simple qui me vient à l'esprit est celui d'avoir 2 mois de crise du baril. Ensuite, la crise se résorbe et tu fais la médiane. Et tout est résolu, donc c'est difficile à dire. Je pense que cette chose ne favorise pas Poutine d'un point de vue économique. Ce n'est pas une faveur économique à Israël pour les États-Unis. Je n'arrive pas à comprendre la logique de ce qu'ils font, et c'est dans l'intérêt de l'Iran. Les bourses israéliennes se portent bien en ce moment, comme les bourses israéliennes vont bien. Elles étaient les seules à monter par rapport à là-bas. Il faut voir comment et pourquoi. Pour le comment, oui, ça dépend. Là, il faut toujours faire des analyses très particulières pour comprendre pourquoi ça marche ou pas. Aux États-Unis, la bourse monte sur les secteurs traditionnels et baisse sur la high-tech, mais le secteur, c'est-à-dire, je n'accorderai pas beaucoup d'importance à ces choses-là. Ici, je dirais que l'économie n'aide pas à trouver une solution. Voilà, ceci, si vous me permettez, un résumé final. Voilà, j'aurais une question. D'abord, un homonyme du point de vue économique, justement pour essayer de comprendre l'aspect israélien. Ma question est la suivante. Compte tenu de la structure économique de l'Iran, au moment où il subit ses coûts portés à son infrastructure économique, pas l'extraction du pétrole, mais la production industrielle, qui n'a jamais été très importante, au moment où l'Iran n'a pas beaucoup de grands amis dans le monde qui l'aideront à la reconstruction de l'appareil industriel, militaire, qui permettra à l'Iran, très en colère mais désarmé, de reconstruire son potentiel militaire pour menacer à nouveau Israël. Combien de temps cela prendra-t-il? Des mois, des années ou des décennies? Parce que si cela devait prendre longtemps, cela expliquerait la stratégie israélienne. Et aussi le fait que, même économiquement, les Israéliens se sentent tranquilles. Parce qu'ils imaginent probablement qu'ils ne seront plus sous pression très longtemps. Peut-être avec quelques points d'interrogation. Oui. Alors, peut-il aider l'Iran? Faisons un calcul simple. Les Russes n'ont pas un sou, donc non. Les Chinois pourraient avoir un intérêt pour des choses comme la route de la soie, reconstruire, faire. Mais les Chinois s'intéressent aux ports et aux routes, pas à la reconstruction industrielle. Même s'ils reconstruisent ports et routes, l'industrie reste à rétablir. Je suis donc d'accord avec vous. Merci ici aussi. Les pays du Golfe, le plus simple serait qu'ils adhèrent aux accords d'Abraham, qu'ils commencent à financer la reconstruction de l'Iran. Donc, de ce point de vue, l'Iran est un pays industriellement très mal en point et plutôt pauvre depuis des années et des années. Et de ce point de vue, la stratégie israélienne s'avère tournante.
Donc je suis d'accord avec ces objections. Il y a ensuite les objections à l'analyse. Nous sommes d'accord. On ne voit donc pas qui pourrait aider l'Iran, parce que les Chinois sont les seuls, mais ils construisent des ports et des routes, et puis les Russes n'ont pas un sou, et ainsi de suite. Donc c'est prouvé. Et même si les Iraniens se mettaient à vendre du pétrole, parce qu'il faut tenir compte d'une chose très intéressante, le pays au monde qui a les plus grandes réserves de pétrole, c'est le Venezuela, avec 304 milliards de barils. L'Arabie Saoudite suit avec 200 milliards, 159 milliards de barils, l'Iran avec 209. Et ensuite, il y a les États-Unis avec 46, la Russie avec 80. Donc, le pétrole se trouve dans les entrailles de ces pays. Ici, la question est de savoir combien de pétrole, d'abord, est extrait. Parce qu'au Venezuela, on extrait une quantité minimale du pétrole qui est sous terre. En faisant tous les calculs pour éliminer complètement les réserves, il faudrait 925 ans, mais il est clair que si on recommence à forer, le chiffre diminue. Mais dans le cas de l'Iran, c'est 122 ans. Dans le cas des États-Unis, les États-Unis ont épuisé toutes leurs réserves en 9 ans. Merci à tous. Tu viens de dire la chose la plus importante de ce live en ce moment, et tu ne t'en es même pas rendu compte. 9 ans. Non, jamais. 9 ans, alors 1. En fait, cette histoire m'agace parce que ça me fait douter qu'il y ait une sorte de race dans les affaires de Trump que je n'arrive pas à trouver ailleurs. En somme, en faisant ce calcul des réserves avec extraction donnée, attention, donc sans augmentation ni diminution comme c'est actuellement, les États-Unis ont 9 ans et ces 9 ans auront tout épuisé et la Russie en a 21. La majeure partie de la richesse mondiale est concentrée au Venezuela et autour d'Ormuz. Et ce n'est pas un jeu parce que l'étape suivante consiste à déterminer jusqu'où j'arrive. La demande de pétrole, si la demande de pétrole baisse, selon les prévisions, il en ressort que la demande de pétrole, qui est actuellement autour de 30% du PIB, devrait descendre à 20% ou un peu plus de 20%. Donc, c'est une baisse modérée. Celle du gaz est de même stable. Donc, nous avons une demande prospective de pétrole en légère diminution et celle du gaz inchangée, avec toutes les mesures. Des réserves qui sont concentrées en dehors des 3 acteurs. Aux États-Unis, elles durent 9 ans, en Russie, 20 ans, en Chine, ils n'en ont pas. Cependant, je vous demande pardon, professeur. Question neutre en apparence ou plus importante qu'il n'y paraît. Je vous demande pardon. Le pétrole du Venezuela n'est pas adapté pour cela. Il est terrible, il doit être raffiné. Exactement, ce ne sont pas les matières. Classiques et objets les plus chers. Oui, c'est un autre sujet encore. C'est très lourd, ça coûte plus cher, mais c'est pareil pour le Seloyo. Ce que je dis, c'est que sans entrer trop dans les détails, il y a aussi cet aspect très important parce qu'il y a un épuisement des ressources principales qui sont le pétrole, le gaz. En ce qui concerne les pays qui peuvent se passer d'avoir une politique internationale. Mais si les histoires que je raconte sont vraies, toutes les réserves se trouvent ailleurs. Par exemple, l'autre chose intéressante, ce sont les réserves de gaz. Attention, ici, j'avais le scoop, les réserves de gaz sont en Russie. Évidemment, en quantité monstrueuse, mais la Russie a plus de 3000 missiles, donc elle a les bombes. Mais après l'Iran a à peu près autant de gaz que la Russie, le Qatar un peu moins, le Turkménistan encore un peu moins. C'est-à-dire que l'Iran a 3 fois plus de gaz que les États-Unis, donc le gaz est concentré en Russie, mais la Russie ne compte pas parce qu'elle est arrêtée, tandis que le pétrole russe, lui, est en train de s'épuiser. Le gaz se trouve en Iran, au Qatar, au Turkménistan, en Arabie Saoudite et ainsi de suite, mais la majeure partie est en Iran. Et l'Iran et toute cette chose devrait être imaginée et dans une optique stratégique pour s'assurer des ressources pour les 20 prochaines années. Nous savons tous De leur côté, ils savent ces choses-là, c'est-à-dire qu'ils les savent, si je les sais, ils les savent aussi, mais est-ce qu'ils utilisent ce qu'ils savent pour avoir des stratégies? Ou alors sont-ils simplement allés là-bas pour faire les idiots? Mais moi, je n'ai pas le moindre deep state. Est-ce qu'il y en aura encore? On faisait appel à l'ingéniosité. Regarde ça. Revenons un instant à la question militaire.
car cela donne un autre poids à ce que nous voyons. Les dragueurs de mines, la Tripoli qui se déplace dernièrement. Trump, qui justement ces dernières heures, hier et aujourd'hui, disait « Mais vous n'avez pas peur d'un autre Vietnam ?» On lui a posé la question et il a répondu « Non, non, je n'ai peur de rien ». Au contraire, il commence à habituer le public américain à la fameuse présence de troupes au sol, ce qui était un tabou jusqu'à il y a quelques semaines. Et ici, je veux Paolo et Eorio, parce que maintenant, grâce à ce que Giorgio vient de nous dire, nous pouvons les mettre en relation. Parce que sinon, cela n'aurait aucun sens de débarquer sur cette île de Karg où passe pratiquement 90% du pétrole produit par les Iraniens. Mais si tu mets en relation le fait que tu peux la gagner, puisque tu prends cette île en otage et tu leur dis « Si vous la voulez de retour, maintenant vous le faites à nos conditions. Ainsi tu peux imposer une victoire. » Après que cela y reste, c'est une autre histoire, je ne sais pas. En reliant ces choses, ce besoin d'Américain est le fait de devoir conclure stratégiquement quelque chose que tu ne peux pas obtenir tactiquement. Il me semble que l'île de Karg devient quelque chose que tu dois contrôler avec une présence sur le terrain, sinon tu n'as pas un contrôle réel. Et il est singulier qu'en ces jours, ils ont bombardé toutes les structures militaires, mais ils n'ont absolument pas touché celles pétrolières. Donc la question est de savoir si tu veux récupérer l'île de Karg, tu fais la paix, c'est bien ça, si j'ai bien compris. Calcule ça, Paolo. Comme le disait Giorgio, la seule source de revenus qu'ils ont pour se reconstruire, c'est le pétrole. Ils ne veulent alors pas détruire, ils ne veulent alors pas de catastrophe, les Américains en ont aussi besoin. Ils le séquestrent et se mettent d'accord. À mon avis, c'est le meilleur choix pour éviter la catastrophe totale. Si ceux-là perdent leur capacité de reconstruction, alors je me rassassonne, tous les Philistins qui ont déjà prouvé qu'ils pouvaient le faire aux autres aussi. Ça a du sens. Non, pour avoir du sens, ça a du sens. La preuve de l'étape a du sens. Mais il y a toute une série de « mais », cependant, qui d'un côté à l'autre pourraient exiger pour. C'est une chose à faire, c'est la chose à faire, ou bien c'est la chose à éviter. Faisons-le, procédons par élimination. Ils réussissent à prendre l'île, et donc ils ferment le robinet de toute possibilité pour l'Iran d'exporter et d'avoir de la richesse. D'accord, ici ils mettent fin à la guerre, Israël accepte. Si nous acceptons l'affirmation selon laquelle une partie assez importante de cette action découle du fait qu'Israël a une capacité de pression sur la direction américaine indiscutable, ce n'est pas qu'aujourd'hui il y en avait moins, il a les mêmes raisons qu'avant. Sans tomber dans les théories du complot ou des choses trop étranges, il pourrait y avoir des pressions de différentes natures, un lobby plus ou moins organisé, une possibilité de chantage directement de la part de certains personnages de l'establishment, de Donald Trump en avant. Il peut y en avoir beaucoup, c'est-à-dire, Israël est-il d'accord pour la clore, ainsi une version avec des œstrogènes de l'attaque de juin dernier, pour dire. Et donc, c'est quelque chose qui a laissé toutes les portes ouvertes. Il n'atteint pas son objectif stratégique, parce que ce que nous voulons nous rappeler, c'est qu'au début de toutes ces guerres, à partir du 7 octobre, Israël a changé de cap. En raisonnant ainsi, nous ne pouvons pas continuer à gagner toutes les batailles et à nous préparer pour la prochaine guerre. Ils ont pensé que c'était le bon moment pour dire que nous n'aurons plus besoin de mener des guerres tous les 5, 7, 10, 8 ans, comme on le fait en anéantissant le reste. Voilà leur raisonnement. Cela signifierait faire avaler à Israël une défaite stratégique, car cela les ramènerait aux conditions d'avant le 7 octobre, plus ou moins, c'est-à-dire que l'environnement n'aurait pas complètement changé. Bien sûr, il n'y a plus la Syrie, il y a un Liban à moitié désintégré, il n'y a plus l'Irak, il y a encore l'Iran, il y a encore une hostilité répandue. Peut-être que ça marche quelques années, mais ce n'était pas son objectif. L'objectif du gouvernement israélien, Trump parvient-il à le faire accepter? À Netanyahou, peut-être que oui, d'un point de vue purement logique. Oui, ça peut être magnifique. Quel est le prix de l'île de Karg, qui de toute façon n'est pas une question de relation Iran-États-Unis? Cette île est importante pour le reste du monde, parce que l'Iran peut aussi te répondre, faisons comme ça. Combien de temps cela nous prendra-t-il? Je peux aussi rester enfermé 1 an pour dire c'est une bêtise.
Mais cette année-là, dans ce groupe, aucun navire ne passera car je continuerai à te lancer des missiles et des roquettes. Et Hormuz reste dans la situation dans laquelle nous sommes maintenant. Et donc la pression indirecte du reste du monde envers les États-Unis se ferait sentir. Je ne pense pas que l'Iran perde l'île de Karg aujourd'hui, puis se mette à la table des négociations après-demain, puisque, comme nous l'avons dit, pour lui, c'est un conflit existentiel. L'Iran n'en veut pas non plus se retrouver bombardé dans 8 ans, il veut que des équilibres soient rétablis, qu'ils aient une certaine unité et une certaine durée. Comme toutes les choses de la guerre relèvent d'un pari, celui qui parie qu'une prise de ce genre changera le cours de la guerre fait bien de le faire. Mais ce n'est pas une certitude, ou du moins ce n'est pas si évident, que Karg soit le centre de gravité, comme le disent certains, pas si gravité. Ici, j'aimerais entendre Giorgio qui, du point de vue de la planification, peut m'aider à ce sujet. C'est le centre de gravité de tout l'Iran, l'île de Karg. Parce que si ce n'est pas ça, ça ne sert à rien d'aller te défouler dans certains parcs. Giorgio Alfaro, c'est vrai. Du point de vue économique, quelles sont les autres grandes sources de revenus de l'Iran? Vous devez activer le micro. Vous devez activer. Je ne suis pas en mesure de donner une réponse, je ne connais pas si bien. Je pense que c'est très important, mais je ne sais pas si c'est décisif. Cela peut être décisif parce que cela interrompt le flux pendant une certaine période de temps, plus ou moins longue, ce qui provoque une explosion des prix, oui, mais que ce soit définitif. Je ne peux pas dire s'il faut le laisser ouvert ou le fermer. Le centre de gravité de la région, plus que de l'Iran, ce n'est pas Karg, c'est le détroit d'Ormuz, parce que tout ce qui est produit à Karg doit ensuite être exporté par le détroit d'Ormuz. Donc d'ailleurs, cela n'a même pas de sens pour les Américains d'aller prendre Karg, parce que Karg n'exporte déjà plus rien en ce moment. Tant que Ormuz est fermé, c'est comme s'ils avaient occupé Karg du point de vue du contrôle. Oui. Giorgio, tu crois plutôt à une intervention terrestre sur la bande du détroit d'Ormuz, comme une zone. Je crois à une intervention des marines sur les îles du détroit d'Ormuz, en particulier sur l'île qui s'appelle Ormuz. Sur l'île de Keshm qui longe la côte et empêcherait le tir de roquettes contre les pétroliers. Les îles d'Abu Moussa et de Syrie, qui d'ailleurs appartiennent politiquement aux Émirats arabes unis, mais qui ont été occupés par le Shah dans les années 70, avant même que les Émirats ne deviennent indépendants, et qui ont toujours été revendiqués par les Émirats. Mais l'Iran les a toujours gardés, donc Trump aurait aussi la possibilité de faire un beau cadeau aux Émirats en leur rendant leurs îles. Avec le contrôle de ces îles, le flux de pétrole pourrait reprendre, et à nouveau. À ce stade, ce seraient justement les Américains qui auraient la possibilité d'ouvrir et de fermer le robinet des exportations pétrolières iraniennes. D'autant plus qu'à ce moment-là, je te suis dans ce raisonnement qui me plaît beaucoup. Les Marines pourraient valider un peu de leur nouvelle doctrine. Ce pourraient être eux qui installeraient les fameuses bulles anti-accès area denial qu'ils ont essayé de percer pendant des années. Par rapport à l'adversaire russo-chinois, ce pourraient être les Marines qui débarqueraient d'une certaine manière et arriveraient à se défendre contre les Iraniens qui leur lanceraient tout dessus. Mais ils pourraient y arriver et s'ils y arrivent, ils pourraient créer une bulle de sécurité anti-aérienne, anti-navire, etc., qui pourrait vraiment relancer et réactiver le commerce. Sinon, rien n'indique qu'une chose exclut l'autre. C'est clair. Elle pourrait être prise de la même manière en même temps que l'île du Golfe. Léo, parle-nous de là-bas à 10. Parce que là-bas, à 10 Gatasikova, les Marines plus à 10, ça commence déjà à pulser. Alors, d'abord, puisque tu as montré la Tripoli tout à l'heure, par hasard, tu la trouves aussi dans le livre. Nous l'avons cité comme 3 Lightning Carrier Class America parce que c'est un porte-aéronef et porte-aéronef qui peut tout faire. Elle peut embarquer des F-35, 20 F-35B, ce qui n'est pas rien. 20 F-35B, ce ne sont pas 20 avions ordinaires, ce sont des F-35B. Mais elles peuvent aussi être utilisées pour des débarquements.
comme navires hôpitaux, comme navires logistiques, comme navires de commandement. Donc, elles sont extrêmement flexibles. Et dans une situation de débarquement, voilà combien de Marines arrivent d'ailleurs. Potentiellement 2500, pas plus de 2. 0,503 000. Tu ne prends pas beaucoup plus que quelques îles. Voilà. Et la chose unique, où il y a une force d'élite des pays d'ARENA, cela peut être ou combien? Plus tu tardes, plus de marines meurent. Trump ne peut pas se le permettre avant les élections de mi-mandat. Avant Pâques. Et de toute façon, ces navires arriveront dans 1 ou 2 semaines. Donc, ça prendra un peu de temps. Alors, les ADIX, on a fait des directs récemment. Entre les ADIX, les B-52, les B-1 qu'on se revend maintenant à fond. Parce que justement, dans le direct sur les ADIX, on disait il y a 1 ou 2 mois, il y a 1 mois, que les ADIX étaient dans le Golfe ensemble et qu'ils s'entraînaient ensemble. À ce navire trimarin que tu as montré tout à l'heure, qui est un LCS, Littoral Combat Ship, qui a un rôle de chasseur de mines. Pendant ce temps, que font les ADIX? Le CENTCOM a diffusé des images montrant les ADIX en train d'opérer précisément dans ce théâtre. Un appareil qui devrait être retiré du service en théorie d'ici cette année. Et apparemment, il n'arrive pas à s'en passer. Parce qu'il est aussi vieux que moi, mais il est toujours là à faire entendre sa voix, à faire ce qu'il doit faire. Il est clair que dans une situation où la supériorité aérienne n'est pas assurée, elle a dit que ça a du mal, donc on ne le voit pas encore voler au-dessus de l'Iran. Mais il joue sûrement un rôle anti-drone. Ils ont installé sous ses ailes ces APKVS, qui sont des roquettes Hydra économiques, mais avec un système de guidage laser qui fonctionne bien contre les Shahed arabes, l'Europe de ce genre. Donc ça marche. Mais les ADIX font aussi de la surveillance anti-navire parce que rien n'empêche un ADIX de voler au-dessus de la mer et de faire des patrouilles. Et s'il tombe sur une petite embarcation, je ne parle pas de frégates ou de grands navires avec de beaux systèmes de défense, je parle de petites embarcations. Parfait. Il peut les attaquer avec des Mavericks, qui sont des missiles air-sol, à guidage laser ou à guidage infrarouge. Il y a un peu de tout. Ou bien les attaquer avec le fameux canon de 30 mm. Donc, c'est un moyen économique qui compte relativement peu, qui a beaucoup de persistance au combat. Nous l'avons vu voler dans le Golfe avec une grande technique de... L'utilisation en Irak est confirmée. Et... Sur le territoire, oui. Il y a des miles. Il a tiré sur certaines milices de ce porteur en Irak, oui. Aucun doigt, alléluia. Alléluia. C'est du 13 mars milice iranienne en Irak, région du Kurdistan. Donc, c'est là qu'ils ont tourné. Je ne le savais pas, ça m'avait échappé. Mais ce n'est pas surprenant, car nous assistons de toute façon à un contrôle de l'air de plus en plus concret de la part des Américains. Ce n'est pas une suprématie, car nous avons quand même vu perdre combien de Reaper 999, donc cela signifie que ce n'est pas encore vraiment une suprématie aérienne, mais nous avons aussi vu des FDX-8 voler à basse altitude. Donc je dirais que la situation... Il y a un problème dans ces affrontements étranges même entre alliés, parce que c'est pratiquement un combat aérien rapproché d'après certaines nouvelles vidéos qui sont apparues. Donc c'est un peu étrange que quelqu'un ne reconnaisse pas 3 avions à distance visuelle et les confonde. Ce sont des choses étranges. À l'époque, nous avons dit que ces 3 F, pour ceux qui ne savent pas, de ces 3 F-15 abattus au Koweït, cela nous semblait étrange, 3 d'un coup. Ensuite, peut-être avec des Sidewinder qui sont des missiles à courte portée. Il y a même une vidéo où, dans le même cadre, on voit l'avion abattu et le lanceur. Un F-15, ce n'est pas facile à confondre avec un MiG-29 aussi parce qu'il est beaucoup plus grand. Ensuite, tu es pilote de métier, tu n'es pas un employé de bureau, donc... Enfin, ça sent un peu mauvais. Mais la vérité, la vraie vérité, je ne la connais pas. J'ai des soupçons qu'il y ait quelque chose derrière, mais je n'ai pas de preuves, j'ai seulement. L'accident du tanker, confirmé par le CENTCOM, mais aussi les noms des 6, c'est un accident d'avion, ni plus ni moins. Voilà, ici il y a un point intéressant. J'ai lu que l'Iran souhaitait discuter des petits pétroliers, c'est confirmé. Quelles pourraient être les répercussions économiques ? Bravo, félicitations en direct.
Non, c'est surtout que peut-être on ne l'a pas vu. Mais en cherchant un peu le suivi des navires qui sont passés, parce que certains navires chinois sont passés, certains navires qui communiquent quand même avec l'Iran, avec les Russes, avec les Chinois, etc. Il paraît que le dernier navire qui s'est passé a payé en yuans au lieu de dollars. C'était une information donnée sur ces quelques navires qui parvenèrent à passer, qui, comme vous le savez, arborent souvent des pavillons de pays étranges, non ? Trinité, Tobago, des choses comme ça. Mais en réalité, on sait à qui appartiennent les entreprises. Mais cela ne laisse pas passer grand-chose. Pour vous donner une idée, voici une carte des navires touchés aux différents jours. Vous comprenez que si la situation était comme ça, personne ne prend le risque de laisser passer les navires, à moins d'avoir un accord. Et oui, c'est pour cela que l'Italie et d'autres pays essaient de trouver un accord de passage avec l'Iran. Et c'est pour cela que presque tous les États européens ne veulent pas répondre à l'appel américain. Parce que si tu peux obtenir un accord, tout simplement, tu ne nous tires pas dessus. Eh bien, tu restes en dehors de cette situation. Voilà. Voilà, je voulais demander quelque chose d'important, surtout concernant la position européenne dans cette histoire du point de vue économique. Il ne pourrait pas essayer de faire quelque chose comme ce que font les Français et d'autres navires qui sont envoyés en Méditerranée orientale pour faire semblant de donner un coup de main, mais sans être impliqués, disons, activement. Et se faire payer pour ça, parce que Trump, comme nous l'avons vu, veut se retourner comme d'habitude contre l'OTAN, il l'a réaffirmé. Toujours les mêmes discours. 50 000 hommes ici, 50 000 là-bas, on les défend et ils ne veulent rien nous donner. Je t'en prie, Paolo. Toujours en parlant d'assurance, il me semble, peut-être que je me trompe un peu, que les États-Unis ont proposé une solution de ce genre. D'accord, nous vous escorterons non seulement avec des navires, mais aussi à la place des assurances, c'est-à-dire pour le trajet que vous ferez de où? Pour Hormuz, il existe un fonds de, il me semble, 20 milliards de dollars qui construit pratiquement un système d'assurance global. Ce qui pourrait aussi être un système intelligent. En fin de compte, il dit, cet argent me revient une fois que tu es sorti d'Hormuz, d'une certaine manière, tu me rembourses petit à petit, mais de toute façon, j'enlève des mains de l'Iran le seul instrument stratégique qu'il possède, la fermeture quasi totale du détroit. L'affaire marche, tout fonctionne bien. Tant que les armateurs sont convaincus d'utiliser les États-Unis comme les OIS, pratiquement au prix des OIS, mais si petit à petit le système commence à s'effondrer et que les gens ne font plus confiance, parce qu'il suffit qu'un navire coule, il suffit qu'un de ces navires soit endommagé. Ce système pourra tenir parce que c'est l'autre instrument de pression à la place d'occuper l'île de Kargi, en te disant « je te donne les navires, je te donne l'escorte du convoi et je te donne aussi l'assurance que si jamais il arrivait quelque chose, ne t'inquiète pas, je paierai moi-même ». Cela signifie, je le répète, que les Iraniens disposent d'une arme très puissante, car alors ils coulent 2 pétroliers et causent de sérieux dégâts assurantiels. Et surtout, la nouvelle se répand que de toute façon, ce sont des eaux infranchissables, avec ou sans la marine des États-Unis, avec la mauvaise impression qui en découle, le dommage économique qui en résulte. Ceci, pour être complet, afin d'établir un lien entre l'action militaire et l'effet économique, où l'une cherche à atténuer l'autre. C'est une nouvelle, je le répète, sur les 20 milliards, on peut en discuter, mais c'est une somme effrayante. Ce que les Américains ont proposé à la place du système des assurances mondiales, c'est de convaincre les armateurs, parce que Trump ne doit pas parler avec les pays, mais avec les armateurs, ce sont les armateurs qui décident, les commandants des navires reçoivent des ordres des armateurs, pas de Trump, ni même de leur chef de gouvernement. Donc, s'il parvient à convaincre une somme, donc là, forse riprendono. Sinon... Je crois qu'il voulait justement impliquer les Européens pour faire l'escorte partout. Mais le président des États-Unis a-t-il l'autorité d'inventer une assurance d'État sans passer par le Congrès? Hey. Cela ressemble vraiment à un délire de toute puissance de la part de Trump.
Giorgio, mais de quoi vous étonnez-vous? Il a fait l'abordage Pichy du point de vue du droit international, pas des Rotary de la paix. Mais les assurances de Trump, sur quoi se baseraient-elles comme levier de valeur? Sur la dette publique à émettre? Sur la dette publique déjà émise? Si on réfléchit un instant après, on voit bien quelle est la garantie, quelle garantie il te donne. Et l'assurance que tu as souscrite sera solvable, tu dois avoir un patrimoine derrière. Donc, il engagerait la dette publique actuelle ou future. Pour assurer les navires, je demande Pour donner l'assurance, à eux. Ce n'est pas comme ça. ce n'est pas une exagération. Quand même. Ah, oui. Je suis aussi convaincu que c'est exagéré. Mais il ne s'agit pas seulement d'assurer les navires. Il faut surtout retirer à l'Iran son arme stratégique. Parce que si, d'une manière ou d'une autre, en payant, en corrompant, en faisant peur, ou tout cela à la fois, j'arrive à relancer le trafic, il ne restera vraiment plus grand-chose à l'Iran pour exercer une pression. Mais les modalités techniques, je ne les connais pas, les aspects techniques, je ne sais pas. Il se peut qu'il soit loin du Seigneur, donc il peut faire ce qu'il veut. C'est économique. Si Giorgio C'est économique aussi. Le plan comprend 20 milliards d'assurances maritimes, avec Chab agissant comme partenaire clé pour soutenir les assureurs couvrant les navires. Oui, donc bon, il veut répartir le risque, je ne sais pas, parce qu'à vue de nez, je doute que 20 milliards soit suffisant. Je crois qu'ils mettent en enjeu beaucoup plus, je me souviens de chiffres qui sont bien plus élevés. On a l'impression que c'est, disons, une boutade. Ou alors, pour être plus élégant, c'est encore mieux, un ballon d'essai, c'est-à-dire qu'il lance ce ballon d'essai et voit quels peuvent être les résultats. Parce que probablement 20 ne suffisent pas, parce que s'il y a un premier tour divisé, un désastre, 20 deviennent 30 deviennent 50, puis 20 nous donne qui? Mais pourquoi quelqu'un devrait-il y croire? C'est faux. Les balles commandantes n'étaient pas suffisantes. Il faut les balles des commandants. L'aide du peuple, mais il n'y a pas besoin d'aide. Et aussi l'assurance. Parce qu'il ne se passe rien de toute façon, à part les missiles qui vont d'un côté à l'autre d'Exet. C'est une comédie de Noël, celle-ci, fantastique. Et faire une objection de ménagère. Si le plan d'assurance de Trump était crédible, qu'est-ce que cela voudrait dire? Qu'il existe une probabilité que ça fonctionne, mais s'il y a une probabilité que ça fonctionne, les Lloyd t'assureraient. S'ils ne t'assurent pas, c'est parce qu'ils n'y croient pas. On ne comprend pas pourquoi tu ne devrais pas croire les Lloyd, qui font ce métier depuis 300 ans, ils ont même un service d'espionnage. Pour savoir les choses, tu devrais faire confiance à ce qu'ils te disent. Ici, on compte plus de 20 milliards de données limitées aux navires répondant aux critères, avec un focus initial sur la coque, la machinerie et la couverture de la cargaison. 5 jours plus tard, le DFC déclara qu'il serait le principal partenaire assureur, avec la participation d'autres assureurs américains. L'administration n'a donc pas instauré une assurance universelle et économique pour toutes les cargaisons, mais a mis en place un système de protection plus limité d'assureurs privés. Eh bien, je ne sais pas. Si j'étais un armateur, je ferais confiance à Lloyd. Qui fait cela? Pardonnez-moi, je m'incruste, mais il y a beaucoup d'incertitudes à ce stade. C'est une situation comme lorsque les Ultis attaquaient, mais ensuite ils n'attaquaient pas sous stéroïdes. Il suffit qu'un point d'étranglement, un goulet d'étranglement, un passage naval obligé soit vaguement menacé. Un drone par semaine pour faire peur, ce n'est plus un passage sûr, c'est ça le fait. À quel point c'est dangereux, on ne le sait pas. Combien de mines il y a? 1, 10 000, on n'en a aucune idée. Comment peux-tu assurer une chose pareille? À combien tu l'assures? À combien tu la donnes? Le passage de ce navire, il y arrivera probablement. Il n'y arrivera probablement pas. Ils n'en ont aucune idée parce que c'est trop vague. Nous n'avons pas encore compris si le détroit d'Ormuz est miné. Nous ne le savons pas. Oui. Parce qu'il en existe différents types. Certaines sont dormantes, d'autres s'activent seulement au passage d'un navire militaire. Elles sont programmées pour une heure précise. Mais soyez sûr que s'il y a un truc... Du champ magnétique, oui. Il y en a beaucoup. Donc, un collègue de la marine qui naviguait dans ces parages a dit que, tu sais, c'est à peu près ça. L'arsenal de mines des Iraniens, c'est un truc qui date de la Première Guerre mondiale. Pour donner une idée technologiquement, ça remonte entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, celle en forme de boule avec tous les pics et ce genre de choses? Oui,
Certaines mines, comme nos mantas, qui ressemblent plus ou moins à des pyramides qu'on pose au fond, sont difficiles à détecter. Ils ont des mines électromagnétiques, ils ont des mines acoustiques, ils en ont, et ainsi de suite. On estime que leur arsenal de mines produites par eux, certaines chinoises, certaines nord-coréennes, certaines russes, s'élève à peu près à entre 2000 et 6000 mines. Ils disent qu'il y en a une dizaine en mer, mais d'où, lesquelles, comment, on ne sait pas. La chose intéressante, c'est que, si vous voulez, on en parle. Après, admettons que la guerre se termine aujourd'hui et que les Iraniens ne jurent pas sur la tête de Khamenei s'il lui en reste une. Qu'ils n'ont jamais posé aucune mine nulle part, mais il suffit qu'ils disent « Nous, on a posé des mines et on ne vous dira pas où elles sont ». Commençons à penser au temps de déminage. Savez-vous à quelle vitesse avance un chasse-mine? Un nœud, ça veut dire 1 mille à l'heure. En 10 heures, ça fait 10 milles d'une bande de mer. La dernière grande opération de déminage qui a eu lieu dans ces parages, c'était devant le Koweït, avec les mines de Saddam Hussein. Saddam Hussein, très gentiment, avant qu'on lui torde le cou, avait donné la disposition des champs de mines. Où avait-il placé ces mines? Et même en sachant exactement où chercher, et même avec une flotte d'une trentaine de chasseurs de mines venus du monde entier, l'opération a duré 4 mois et demi. Et les Italiens étaient là? Les Italiens étaient là et ils l'ont. Faite près des côtes d'Odessa, quand les Ukrainiens ont d'abord posé quelques mines. Aussi parce que quelqu'un s'est promené. Ces opérations montrent que cela ne se termine pas demain pour rouvrir dans un mois. S'il y a la menace de mines, pourquoi ne devrait-il pas y avoir la menace? Il doit y avoir, comme Léo l'a bien dit, il doit y avoir la certitude qu'il n'y en a pas. Parce que vous savez, au début, les marins racontaient qu'ils donnaient l'alerte pour des mines, mais c'était des réfrigérateurs. Un réfrigérateur qui flottait sur l'eau ressemblait à une mine. La marine a interdit de jeter les sacs noirs avec les ordures à la mer parce qu'en flottant, ils pouvaient ressembler au dos d'une mine. Imaginez un peu le niveau de tension de l'affaire. Donc faites le compte. Une opération de déminage à laquelle devrait participer le monde entier dans des conditions de paix prendrait quelques mois. Donc Hormuz, si la guerre se termine aujourd'hui, on se retrouve avec un sacré bazar, excusez-moi l'expression, pour les Balkans pendant au moins la moitié de l'été, si ce n'est plus. Et nous pourrions intervenir nous-mêmes. D'autant plus que l'Italie entretient de bonnes relations avec le Koweït. C'est un pays ami. Nous avons une présence militaire stable depuis des années. Maintenant, il y a cette question que nous avons perdu un Predator. Nous avons 4 Eurofighters et nous sommes compétents. Et nous sommes parmi les meilleurs au monde. Nous avons des chasseurs de mines, des mines très anciennes, classe Lerici, classe Gaeta, du matériel qui a 35-40 ans, du matériel assez vieux. Mais nous savons comment faire et nous le faisons très bien. Et puis tu ne peux pas le faire tout seul. Tu devrais le faire avec une sorte de... Là oui, Trump pourrait dire envoyer tout cela. La dernière fois, même les Japonais sont venus pour faire du déminage. Les Indiens, les Chinois, la Belgique... La Belgique, la marine. Belge a pratiquement presque tous des experts. Et tu sais que la marine belge a adopté la doctrine de déminage de la marine militaire italienne. C'est-à-dire que c'est nous qui leur avons donné notre doctrine, comment on fait, en somme, la doctrine pour expliquer comment on fait. Mais il reste ce délai, 4, 5, 3, 6 mois, à partir du moment où ça se termine. Oui, et à ce moment-là... Rappelons-nous que même les Indiens, les premiers, ont intérêt à ce que le flux reprenne rapidement. Donc, à leur tour, ils s'organiseront probablement pour éviter cela. Il y a une question. Vous voulez déclencher une guerre entre la Chine et la Russie? Les Russes y sont déjà pris dans le Donbass, les Chinois ont perdu 2 sources de pétrole et les Américains sont engagés en Iran. Personne n'a intérêt à faire quoi que ce soit, au contraire, c'est presque embarrassant. Situation comme dans Risque, quand tu ne sais pas quoi faire, attaque, mais pas la Kamtchatka. Mais en plus, cette fameuse Tripoli vient justement du secteur du Pacifique. Et c'est étonnant parce que le fait que Trump ose retirer un atout pareil de ce qui devrait être une zone prioritaire pour les États-Unis
Vous voyez le livre, c'est étonnant. Ça veut dire qu'il parie vraiment sur cette histoire avec l'Iran. Et de toute façon, les gars, heureusement que les États-Unis doivent se concentrer sur les Amériques, sur leur propre hémisphère. Équiper les chiens de pattes. Heureusement que la nouvelle doctrine Morone a été adoptée, sinon qui sait ce qui serait arrivé. En réalité, les Nike sont furieuses contre lui. En fait, Vance, faites attention, il a presque disparu, on n'entend presque plus parler de Rubio qui n'était pas là avant. Et maintenant, la question de Christian Cufini surgit. Selon le diplomate anglais, présent lors des négociations de la politique étrangère américaine, ce sont Witkoff et Kouchner qui la dirigent, qualifiés d'agents israéliens. Ce n'est pas si faux, parce que si on regarde ce que disait Witkoff sur The Hill le 23 février, il disait qu'ils étaient à 1 semaine de la fabrication de bombes nucléaires. Quels 3 ans, 3 ans. C'est 1 semaine de moins que ce que disent ses propres services de renseignement. Mais c'est le rêve humide de Bibi. Donc très probablement, ils ont travaillé. Je ne pense pas qu'il faille beaucoup pour faire changer d'avis Trump, vu qu'il change lui-même d'avis sur ce qu'il dit. 6 fois en 12 minutes. Donc je pense que c'est aussi assez facile de le manipuler, de le faire retourner sa veste sur les choses. Donc très probablement, en analysant aussi ce qui se passe, celui qui en profite, c'est Israël. Israël n'a qu'à encaisser, qu'il gagne stratégiquement ou qu'il gagne tactiquement. De toute façon, l'Iran a subi d'énormes dégâts, et pendant un bon moment, il ne sera pas en mesure de faire des représailles. Moi, Garvino, j'affirme que si une anti-guerre mondiale éclate cette fois, ce n'est pas ma faute. Et les fois précédentes? Les fois précédentes, Giorgio a raison. Merci. Il ne doit pas traverser les ponts à Sarajevo. C'est ça l'important, qu'il ne passe pas les ponts. Sarajevo. Merci. Je voulais dire une chose. Allez-y, allez-y. Non, sur l'histoire de la Première Guerre mondiale, ça explose. Et la dette publique de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Allemagne et de la Russie, qui étaient les belligérants le jour de la déclaration de guerre. Personne ne bouge, seuls les prix changent. C'est-à-dire qu'ils pensaient, comme les politiciens et les généraux, qu'elle durerait très longtemps et donc les marchés financiers n'ont pas réagi. L'absence de réaction des marchés financiers aujourd'hui, c'est une question, perverse, c'est une réédition de la dette publique européenne pour Sarajevo. C'est-à-dire, je te dis, ça va durer 2 mois et comme à l'époque, c'est une erreur ou alors ils voient juste, c'est de la série, les marchés financiers ne sont pas tout puissants. Mais attends, Georges, c'est toi l'économiste. Tu dois répondre à ces questions, pas nous. Ce raisonnement est faux et commence à nous influencer. Parce que tu ne peux pas, excuse-moi, l'économiste ne connaît pas l'avenir, c'est-à-dire que l'économiste fait des choses qui ne sont pas faites, il ne connaît pas Georges. Nous annonçons que ces 8 à 10 dernières années, nous sommes passés d'une crise à l'autre, Covid, guerre en Ukraine, etc. Ce n'est pas que les marchés et ceux qui travaillent aussi sur les marchés ont quand même développé des mécanismes de gestion de crise, étant donné qu'il y en a eu autant. À la suite, il y a eu des sauvetages continus. La véritable histoire de la finance de ces dernières années, c'est l'intervention des banques centrales. Et quelles banques centrales ont, disons-le ainsi, inondé les marchés de liquidités. Comme à l'époque, la banque centrale achète les obligations des banques de crédit ordinaires. Ces banques de crédit ordinaires ont alors beaucoup de liquidités parce qu'elles ont vendu les titres. Mais au lieu d'utiliser cette liquidité sur les marchés réels, elles l'utilisent sur les marchés financiers. D'où la surcroissance des prix des actifs financiers, parce que toute la liquidité, au lieu d'aller dans l'économie réelle, finit dans l'économie financière. Donc la croissance des marchés financiers, alors qu'il ne s'est rien passé, cache, disons-le ainsi, l'incroyable augmentation de l'offre de monnaie par les banques centrales. Cette situation a agi comme un somnifère, si bien que les marchés financiers, très liquides, continuaient de monter. Et personne n'avait envie de se demander si c'était le bon moment ou non. Voilà l'histoire. La question maintenant, c'est quel pari peuvent faire les marchés financiers? Les marchés financiers peuvent faire ce pari s'il y a une crise grave. Voilà que la Banque centrale intervient à nouveau, en rachetant des titres d'État qui appartiennent aux banques de crédit ordinaires. À ce moment, la liquidité retournait sur les marchés, expliquant pourquoi ils ne se sont pas effondrés. Si c'est le cas, alors personne ne sait vraiment comment c'est.
Je veux simplement dire que derrière les obligations européennes de Sarajevo, il y avait le fait de ne pas avoir compris ce qui se passait. Derrière le calme des marchés boursiers et obligataires d'aujourd'hui, il y a probablement plus qu'un jugement de fond sur Hormuz ou qui sait quoi d'autre. Il y a l'idée qu'au final, la Banque centrale intervient non pas en baissant ou en augmentant les taux. Attention, en achetant des titres d'État, donc en fournissant de la liquidité aux banques qui au final l'utilisent, dans le système financier qui tient debout. Donc, c'est toujours un problème analytique. Il ne faut pas prêter au marché financier des jugements de ce type, non. Tu sais, Giorgio, ce que tu dis est intéressant. L'autre jour, je faisais un live sur l'intelligence artificielle. Et nous avons aussi parlé des premiers prototypes de BlackRock d'Aladin. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un logiciel qui allait là-bas pour spéculer sur je ne sais quelles actions. Il essayait pratiquement de voir l'évolution d'une action dans le pire scénario et dans le meilleur scénario. Et donc, disons, il prévoyait l'évolution sûre, un rendement sûr. Ils ont probablement déjà fait tous les calculs sur ce que pourrait être le scénario à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois, etc. Ils savent déjà la gérer, aussi car il y a une limite. Non, je demande à nos militaires, il y a une limite technique, nous avons un porte-avions qui est en cale sèche, qui est en train de se ravitailler, etc. Nous en avons d'autres qui ont eu un incendie. Combien de temps peuvent-ils opérer avant qu'il ne faille une pause ? Aussi pour toi, Léo, les cellules, la maintenance, etc. À quel point une unité est-elle autosuffisante du point de vue des munitions, de la nourriture, pas du carburant ? Parce que je sais qu'elles peuvent tenir 1 an, 2 ans sans tourner. Mais pour tout le reste, la fatigue, les hommes, les unités, etc. Et répond, et non. Tu as mentionné les militaires, alors je me suis mis dans la file avec les autres. Un peu tout le monde, et je me suis mis aussi. C'est pour ça que je connais ce passage. Je suis très ignorant, je suis le dernier de la file. Alors, il y a tout un système d'approvisionnement logistique. Autour de chaque navire de combat, il y a des navires logistiques. Nous en avons aussi classe Vulcano. Ils servent justement à cela. Théoriquement, ils peuvent tenir plus d'1 mois, peut-être même 2, s'ils sont régulièrement ravitaillés. Mais ensuite, il y a aussi la question de la fatigue humaine. Cela vaut aussi pour Israël parce qu'au début de cette guerre, ils ont utilisé 200 chasseurs, voire plus. Je crois. Qu'ils en aient 250, 300, c'est beaucoup. Ensuite, il faut aussi faire l'entretien ordinaire de ces appareils. Alors, sur un porte-avions, il y en a. Les incidents pourraient déjà être symptomatiques du fait que tous les appareils n'étaient pas parfaitement préparés et qu'il commence à y avoir un niveau de stress et d'inattention. Il y a de la fatigue chez le personnel qui pilote et de la fatigue chez le personnel qui fait la maintenance. Je disais, puis il y a 75 avions de combat en moyenne quand sur un porte-avions de classe Nimitz ou Ford, on peut même en avoir plus, mais en moyenne, c'est 70-75. Ça fait déjà pas mal, rien qu'en avion de combat. Puis il y a les hélicoptères, les Hawkeye, qui sont les avions radars, les Hawks, il y a les avions de transport, etc. Donc 75 avions de combat. Il est clair qu'il y a aussi des pics. On peut effectuer de nombreuses sorties par jour. Je n'ai pas le chiffre exact sous la main, je peux le trouver, mais il faut quand même se normaliser. Il y a, je crois que ça s'appelle le surge, c'est-à-dire qu'il y a un moment où cette quantité de sorties est extrêmement élevée, mais il faut ensuite réduire pour que l'équipage puisse se reposer et intervenir sur les véhicules. C'est difficile de donner un délai, il y a 1000 variables, mais il ne peut pas continuer indéfiniment avec un porte-avions parce qu'il y en a un qui mène des opérations en face du golfe Persique. Le Ford était arrivé, puis l'incendie a eu lieu. Il semble qu'il retourne en Crète, si je ne me trompe pas, mais je n'en suis pas sûr. Voilà. Une autre, la Bush, est en train d'arriver. Je crois qu'elle est au milieu de l'Atlantique, mais je ne me souviens plus où exactement. Irak 2003, il y avait 5 porte-avions. Je vais de mémoire, heureusement qu'il y a Paul qui m'aide, qui me donne un coup de main, effectivement 5. Quindi, plus j'avance, plus il me semble que le déploiement n'était pas complet quand cette histoire a commencé. Le déploiement était encore en phase de montée en puissance. Il y a eu une accélération, pour les raisons que nous connaissons. Une situation correcte. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a vu tous les directs.
La raison pour laquelle ça a commencé à une certaine heure de la journée, alors qu'habituellement ça commençait la nuit, c'était pourquoi. Et là, il y a aussi un peu de piège politique, disons-le, le fait de les avoir invités à mener des négociations parlementaires. Ensuite, ils sont revenus et se sont réunis justement pour parler de ce qu'ils avaient discuté avec les Américains et les Humanites. Et ils les ont frappés justement là, parce qu'ils s'étaient rassemblés. Penser du mal n'est pas bien, c'est un péché. Je doute que Bibi Trump le ferait, je l'imagine moins à préparer ce genre de piège. Mais les Israéliens, il fallait leur donner une raison de les rassembler. Et pour citer les Glorious Bastards. D'abord ou dans un seul panier. Mais tôt ou tard, les guerres se terminent. Il faut aussi se réunir. Et ta parole a-t-elle de la valeur maintenant si ton historique montre qu'à chaque fois que tu fais un sommet, c'est pour ne pas le respecter ou tuer les gens qui y participent? Vous comprenez que tout engagement pris dans ce genre de situation, quand tu rentres chez toi, on te regarde et on dit « oui, oui, espérons-le, je ne sais pas ». Ça tombe toujours à l'eau, tu te souviens quand... Oui, on tombe toujours dans le panneau. Regarde par exemple les Kurdes. À la 5e fois que je leur dis « allez-y d'abord, on viendra après ». Cette fois, j'ai dit « nous, pour l'instant, on y réfléchit un peu ». Parce qu'au vu du passé, vu que les 4 dernières fois où vous nous avez envoyés devant, ceux qu'on devait affronter nous ont tiré dessus en premier, et puis vous nous avez aussi tiré dessus par derrière. Cette fois, faites-le vous-même. Même les Kurdes, qui au fond, n'ont pas vraiment beaucoup de choix. Je leur dis, si tu veux un État, fais cette guerre, la dernière soi-disant. Mais comme c'est la 5e fois qu'on le répète, ils y ont moins cru. Donc, il viendra un moment où il faudra évaluer la valeur de la parole des États. Et regardez, la parole d'un État est une arme stratégique. C'est une arme très puissante. Voilà, regarde Paolo, regarde, tu as soulevé un point important, puisqu'ils ont joué cette carte du « retrouvons-nous lors d'une réunion ». Ensuite, ils éliminent les dirigeants du Hamas, probablement avec l'Iran, etc. À long terme, selon vous, quel impact aura cette stratégie israélienne de pratiquer la politique de la terre brûlée juste pour avoir l'opportunité de régler des comptes avec quelqu'un? Personnellement, aucune coalition ne tient uniquement par la peur. Si tu veux établir une position de leader dans une région et inspirer la terreur à tous tes voisins, en les traitant comme mille sabèzes, en les traitant comme le dernier rôle du carto, et en sachant que la seule option qu'ils ont, c'est soit de se taire, soit d'obéir, soit de prendre une bombe sur la tête comme prémisse d'une alliance. Fais pas trop loin, en considérant aussi que si on regarde l'étendue territoriale d'Israël, qui est à peine plus grande que la Basilicate, ce n'est pas pour dire. Avec 9 millions de personnes et autour, à vue de nez, 400 millions de personnes qu'il veut traiter comme des soumis. Les prémices numériques comme ça ne tient pas, il n'y en a pas, à moins de forcer Israël à vivre dans un état de guerre permanent ou de contrôle étendu. C'était justement ce qu'il voulait éviter, avec tout ce cirque qu'il est en train de monter. Il y a aussi ici les accords d'Abraham que nous ressortons, mais c'était quand personne ne tirait. Alors, si personne ne tire, si on va à Dubaï parce qu'on s'y sent bien, parce que l'Iran, somme toute, est contenu, d'accord, parlons des accords d'Abraham, mais aujourd'hui, on parle des accords d'Abraham, avec la Syrie qui a disparu, le Liban qu'ils sont en train de dévorer, l'Iran qu'ils sont en train de bombarder. Bref, si on se trouve dans ces parages, et qui a dit que dans 10 ans, ça sera mon tour, parce que d'une certaine manière, je ne conviens plus à la stratégie de Tel Aviv. Mais pourquoi je ferais ça? C'est-à-dire, la méfiance a été introduite dans l'équation. Il n'y a jamais eu un grand amour. Il y avait au moins l'intérêt, mais entre l'intérêt et la méfiance, un État du Golfe, tout compte fait, trouverait plus avantageux d'avoir un accord de traitement, de tranquillité avec l'Iran, vu qu'il doit y vivre. Le Qatar fait face à l'Iran, les Émirats font face à l'Iran, ils doivent trouver une position d'équilibre. Étant donné que l'Iran leur a montré que même s'ils sont protégés par les Américains, même s'ils sont attaqués par les Israéliens, 4 coups de canon, ils réussissent toujours à passer de la parole aux actes et leur richesse économique et leur réputation partent en fumée. Donc, il vaut mieux pour eux de trouver un équilibre avec Aviv, Téhéran, plutôt qu'avec quelqu'un d'autre qui n'est pas capable de les protéger, 100%. Ce sont des choses qui finissent mal. Certains commencent à y réfléchir.
Les questions hors sujet, nous les laissons à la fin, donc ne les oublions pas. Nous avons vu que Zelensky a offert une protection anti-drone. Il a été maltraité. En réalité, il y a une annonce de Zelensky d'hier qui dit qu'ils ont envoyé plus de 200 experts dans différents pays. C'est Trump qui a d'abord dit oui, puis non. Babi Buse, comment est-il fait celui-là ? Mais en réalité, 200 experts ukrainiens ont déjà été envoyés dans différents pays, 4 ou 5 pays, Koweït, Brescia, Bahreïn, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, etc. Déclaration officielle de Zelensky. Donc je ne sais pas pourquoi les gens sont encore obsédés par Zelensky. C'est intéressant de voir Orban en Hongrie. Toute la campagne politique d'Orban, c'est Zelensky, Zelensky, Zelensky. À tel point que l'autre Magyar, à un moment donné, a dit « Mais regarde, je suis là moi aussi ». Oui, dans le sens où nous ne sommes pas seuls, nous sommes 2, nous sommes 3. Donc c'est intéressant de voir à quel point certains sont obsédés par ces choses-là. Alors, y a-t-il d'autres points que vous voulez aborder ? Orio, veux-tu répondre à... Mais en ce qui concerne la question de la confiance, je pensais que tu parlais surtout de l'Amérique. Et la confiance envers les États-Unis, et c'est ça le problème du leadership de Trump, parce que Trump utilise littéralement les États-Unis comme s'ils étaient le plus grand jouet du monde. Il est le propriétaire du jouet et il veut s'amuser et il ne se soucie clairement pas beaucoup de ce qui se passera après sa présidence. Donc oui, il compromet effectivement en grande partie la confiance du reste du monde envers les États-Unis. Pourquoi le soft power ? L'Américain était probablement la carte la plus puissante avec laquelle les États-Unis exerçaient leur hégémonie sur le monde et Trump est en train de la compromettre. C'est d'ailleurs vrai au moment où il se dispute avec le Canada, avec l'Europe, avec l'Australie ou avec le Japon. Ce n'est pas comme si ensuite le Canada, le Japon et l'Europe se retrouvaient isolés. C'est lui qui se retrouve isolé et ce sont les autres qui l'attaquent, qui ont tendance à se serrer les coudes entre eux parce qu'ils se font plus confiance entre eux qu'ils ne lui font confiance à lui. Donc, c'est un problème que probablement même le successeur de Trump, même s'il était un démocrate, devra affronter. Un gros problème de confiance de la part du reste du monde. En ce qui concerne Israël, par contre, là je suis un peu moins d'accord parce que du côté d'Israël, la stratégie de frapper les dirigeants de ses adversaires est une stratégie typique de ciblage contre un adversaire asymétrique ou, si vous préférez, c'est une stratégie typique de l'antiterrorisme. On va cibler, frapper et éliminer, voilà, de haut en bas, les dirigeants de l'adversaire, asymétrique. Et puisque les adversaires d'Israël, les vrais, ceux qui causent un préjudice physique à la population israélienne, sont des adversaires asymétriques, clairement Israël. On ne se pose pas la question que si j'élimine la direction de mon adversaire, ensuite, au final, avec qui vais-je négocier ? Parce qu'Israël ne négocie jamais avec les terroristes et a qualifié de terroristes tous ses adversaires asymétriques. C'est différent, en revanche, avec les États-nations. En effet, ce type de stratégie n'est pas appliqué avec les États du Golfe, ni avec la Jordanie, ni avec l'Arabie saoudite. Le fait qu'il le fasse avec l'Iran, qui est un État-nation et non un adversaire asymétrique, laisse entendre qu'Israël a complètement écarté l'hypothèse d'un changement de régime. Il ne prévoit pas de parler, de discuter avec un nouveau gouvernement iranien parce qu'il ne s'attend pas à ce qu'il puisse y avoir un nouveau gouvernement iranien. Et il n'a pas non plus l'intention de parler avec le gouvernement iranien actuel. Il veut simplement le mettre dans l'incapacité de nuire. Que cette stratégie fonctionne ou non, cela reste à voir, mais du point de vue du renseignement, je vois cela comme le modus operandi d'Israël. Oui, c'est intéressant parce que les Américains voient peut-être l'Iran comme un serpent. L'Italie pense que la tête est coupée alors que les autres savent que c'est une hydre. Il y a beaucoup de têtes.
En effet, ils ne se sont pas contentés d'éliminer le dernier qu'ils ont éliminé, même les messages qui sont apparus sur X. Ils ont pris soin de dire non, non, c'est nous qui l'avons éliminé, de notre propre chef, sans l'aide des Américains. Les Américains ignorent où sont les dirigeants iraniens. Les Israéliens ne pensent pas avoir d'intérêt particulier en renseignement. Alors que j'imagine que le Mossad sait tout ce qui se passe dans cette région, non seulement les Américains n'ont pas la moindre idée d'où aller. Je suis tout à fait d'accord avec le colonel, mais je le pense depuis le début. Le fameux End State américain n'est ni une construction de régime, ni une architecture gouvernementale. Nous l'avons vu en Irak, nous l'avons vu en Afghanistan et maintenant au Venezuela. Ils doivent aller casser ce qu'ils doivent casser, désarmer ceux qu'ils doivent désarmer. Puis s'il se trouve qu'il y a un gouvernement, qu'il y a une révolution populaire, alors j'arrive à leur parler. Bien, s'il n'y en a pas, je déclare la victoire et je rentre chez moi. Parce que je les ai désarmés, je leur ai enlevé les missiles, je leur ai enlevé les lanceurs. Au 25 juin, le programme nucléaire iranien avait été anéanti et maintenant ce n'est plus le cas parce qu'ils sont encore en train de le traquer. Donc, nous sommes face à des personnes qui déclarent avoir détruit le nucléaire iranien il y a 8 mois et qui, encore aujourd'hui, sont à sa poursuite. L'accountability, qui est un mot qui n'existe pas en italien, nous devons le traduire, c'est un mot anglo-saxon. Je dirais que les anglo-saxons, en premier lieu, ceux de là-bas, ne savent même plus eux-mêmes ce que c'est. Parce que n'importe qui pourrait te dire, mon vieux, en juin, tu as dit que le nucléaire iranien avait été détruit et nous sommes toujours là. Personne ne lui fait remarquer ces choses-là, c'est très grave. Désormais, le colonel a raison, Trump joue avec le jouet américain jusqu'à ce qu'il le casse. Il y a un commentateur américain qui a dit « comme un enfant de 10 ans qui, dès qu'il a découvert le lance-flamme, commence à brûler tous les jardins autour ». Belle image. Il y a une question pour toi de Cristiano Goffini, Alfaras. À l'époque où il était normal que le moine utilise sa position de pouvoir pour s'enrichir lui-même et enrichir ses clients, comme le fait Donato, il parle du délit d'initié qui se produit aussi dans les affaires de guerre. Sur Polymarket, il y a des paris étranges. Ils explosent une demi-heure, 1 heure avant qu'une attaque américaine n'éclate. Et il y a quelqu'un qui gagne des millions, parce que c'était peut-être vraiment quelqu'un du CENTCOM ou un militaire qui savait. Mais il me semble qu'on est arrivé à des niveaux énormes, avec Elon, Musk, Thiel et tous les autres. Oui, mais s'il est plus intéressant d'élargir l'analyse dans le sens où c'est vrai. Donc, justement, dénoncer signifie qu'à la fin, après un certain temps, tu t'épuises à force de répéter, voilà. Les bitcoins entreront dans les actifs de la banque centrale, bitcoin explose, non, ce n'est pas vrai, il s'effondre, tu l'achètes. Avant de faire l'affirmation. Le point est ailleurs, mais il y a 2 articles très intéressants dans Foreign Affairs à propos de cette histoire. Le premier dit, dans un nouveau régime politique où il y a le chef et toute une série de yes men qui l'entourent. L'épitomée de cette façon de voir les choses, c'était Poutine, qui était seul devant une immense table, et ensuite cette table était remplie de gens très éloignés. Et tout le monde lui dit oui, personne n'a le courage de lui dire qu'il n'est pas d'accord. Le système américain est en train de devenir un système où il y a l'autocrate entouré de yes-men qui tremblent. Le système russe l'est depuis longtemps. Il semble, selon Foreign Affairs, qu'en Chine aussi, depuis que Xi élimine les généraux qui ne lui donnent pas raison. Et tous ceux en désaccord avec lui sont corrompus. Cette partie est une vieille histoire. Voilà, cette chose existe là-bas. Un système où les 3 puissances deviennent de plus en plus autocratiques, mais aussi personnalisées. Deuxième article, toujours de Foreign Affairs, qui parle de kleptocratie, parce qu'à l'intérieur de cette concentration, disons-le ainsi, sur les figures, il existe aussi tout un système de faveurs, d'enrichissement de ceux qui les entourent, et ainsi de suite. Peut-être moins en Chine, mais on en sait peu. En Russie et aux États-Unis, c'est ainsi. Donc nous sommes face à un nouveau système politique, parce que même en Union soviétique, ceux qui connaissent les histoires russes, en Union soviétique, les débats internes existaient au Parti communiste, bien que non publics. Certains membres exprimaient leurs désaccords et discutaient. Après cela, il est clair que les gens ne se trompent pas. Mais à l'intérieur, il y avait, ici, dans le cas de notre ami Poutine, cette chose-là n'existe pas, parce qu'il ne discute pas. Il n'existe pas de dialectique.
Il y a aussi un saut par rapport à l'après-communisme, car il existe un saut encore plus concentré. Le pouvoir, parce que là-bas, le pouvoir appartenait à un parti, il n'appartenait pas à un leader. C'est vrai. Je fais toujours remarquer que dans l'Union soviétique, 193 millions de personnes, la Russie, avait 600 000 hommes du KGB aujourd'hui sous Poutine. Bien qu'il soit 142 millions, il y en a 512 000. Donc, c'est union, c'est une union. Alors pourquoi pour moi il a été important de voir ces deux articles de Foreign Affairs au lieu de dire mais regarde celui avec le chapeau carotte, il est fou. Ici nous avons quelque chose de pire, le chapeau de carotte fou. Parce que c'est un système où il n'y a pas ce qu'on appelle les checks and balances. Il n'y a pas où sont les checks and balances des États-Unis, qui est une chose dont tout le monde parle, hey, checks and balances. Je fais remarquer la dernière chose à propos de ce site, c'est que la différence entre les démocraties et les autocraties, c'est la rapidité avec laquelle les décisions sont prises. Les autocraties décident vite et font de grandes erreurs car elles ne débattent pas chaque décision en profondeur. Les démocraties sont lentes mais commettent moins d'erreurs car elles discutent plus des variables en jeu. Dire que l'on est contre les démocraties parce qu'elles sont lentes et ennuyeuses, c'est en réalité être antidémocrate. Au contraire, il veut le risque, il veut même perdre, parce que normalement les autocraties commettent une quantité d'erreurs que les démocraties ne font pas. Mais tout simplement parce qu'elles discutent beaucoup plus longtemps des choses avant de se mettre à les faire. Donc, nous sommes dans un système où aux États-Unis et en Russie, des décisions sont prises sans trop de réflexion. Donc, ils vont comme ils vont. Très mal, tu vois, il y avait une blague qui circulait à Moscou qui disait la différence entre Poutine et Hitler. Que Poutine pensait, comme Hitler, prendre Kiev en 3 semaines, comme Hitler avait pris la France en 2 semaines. Il a oublié qu'il n'avait ni l'industrie allemande ni la Wehrmacht derrière lui. Donc tu prends ces décisions comme ça, 3 semaines, 2 jours, parce que ce n'était pas différent de ce qui se passe maintenant. J'y vais, je fais boum, boum, boum. Comme ça. Alors j'ajouterai aussi les bibis dans ce tour de personnalisme, etc. Avec tout, même tout le tour des cours bizarres. Mais ici, je n'ai rien lu, je soupçonne que c'est comme ça. Alors, ce que je veux dire pour répondre à ceux qui nous posent la question, c'est que nous sommes dans une nouvelle phase de la politique internationale liée à la concentration autocratique et personnaliste du pouvoir, dans des univers qui deviennent plus kleptocratiques. Le Crodus exalta. Soit nous le comprenons, soit nous continuons à nous étonner d'événements qui en réalité ne sont pas dus au hasard. Je prends l'Ukraine, je vais en Iran, je change d'avis, je fais ceci, je fais cela. Il faut dire que Poutine, au moins, est plus cohérent, il change d'avis moins fréquemment. Donc tu vois, vu l'espace... Attention, nous sommes dans un nouveau monde où le monarque n'a pas de conseil. Je t'arrête, si tu préfères. Une robotomane. Il n'a pas le canapé qui lui dit de rester calme. Alors, avant de répondre à une dernière question, et puis on se dit au revoir, parce que demain je dois partir tôt, parce que je suis à Milan, à la Statale. Lisez sur le poste, avec le professeur Giannulli, nous parlerons de l'Ukraine. Donc je dois être là déjà vers 1h. À 14h, à 16h30, ça commence. Ils me disent que les Iraniens bombardent les Kurdes dans ces zones. Là, donc, ils ont manifestement intérêt à les attaquer, ou en tout cas à les tenir sous contrôle. Donc je remercie tout le monde, mesdames et messieurs. Il ne reste qu'une seule question, celle de Lara Yani ou Lara Gianni. Merci pour le renseignement. S'il s'était montré un peu partout ces dernières semaines par vantardise pour montrer qu'il était là, alors que les généraux pouvaient encore se montrer. Grosse erreur. Le renseignement avec l'intelligence artificielle. Et certains drones l'ont pratiquement suivi et il a littéralement été frappé près de l'un de ses refuges. Il avait, quand on veut défier le destin, ils avaient déjà tenté de le tuer le 28 et il y avait échappé. Merci. À tous. Répète-le. Ils ont aussi attrapé sa lumière. Avec lui. Voilà, pour donner une idée. Donc on s'occupera de ces choses plus tard. On parlera aussi de Cuba. Diego Batti reviendra aussi, parce que là-bas aussi, il y a des bobonies, pareil. Dernière phrase de Trump. Je pourrais aussi prendre Cuba, pourquoi pas. Je pourrais être le président américain. Mais oui, allez.
Le fils aussi, tu le prends à Foggia tant que tu y es. Le Molise? Così ci metto un po' a Molise trovare. non. Le Molise non. Tout le Molise non. Je ne le trouve pas parce que... Oui, les pauvres aussi, allez. Bref, il me vient une belle phrase de Gromyko, un personnage soviétique, qui disait quelque chose de très joli que maintenant tu regrettes. Il disait, il vaut mieux passer 10 ans à discuter que passer 1 heure à faire la guerre. Et ça, c'est un soviétique qui le disait, un vrai soviétique. Bon, peut-être pas 10 ans, non. Mais il serait temps de recommencer à discuter, mais pour discuter, il faut quelqu'un qui allume son cerveau. Ensuite, qu'il en ait un qui fonctionne, d'accord. Alors, nous remercions et saluons tout le monde. Je remercie Leonardo Lanzara, le colonel Stirpe, le général Capitini, notre économiste préféré. Giorgio qui nous fait comprendre pourquoi il y a ces besoins. Soudain, peut-être que ce n'est même pas tant à cause de Trump, non, mais plutôt induit. Mesdames et messieurs, on se voit demain à Milan. Qui sera là? À 16h30, Université d'État, site de la Via Santa Sofia, 9 Milan, salle M301, qui ressemble presque au code d'un char d'assaut. Waouh, merci.